Cette semaine dans le multivers, je vole solo et j'ai été revoir le film Fantastic Four et j'avais encore envie d'en reparler. Plus les nouveautés de la semaine dans les comics. Stay tuned! Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers, mon nom est Maxime Vezeau et je suis seul à la barre aujourd'hui pour le podcast. Mais c'est correct, savez-vous quoi? La dernière fois, le dernier podcast qu'on avait fait, on a fait le review sur le film des Fantastic Four et il était tard le soir, on venait d'arriver à la maison, on a été porté, tu sais, les gardiennes sont parties, on a couché les enfants, j'ai dû setuper les caméras pour qu'on soit deux avec ma conjointe sur le podcast. Et on dirait que tout s'était comme enchaîné tellement vite que à la fin du podcast, j'ai fait hey, il me semble que plein d'affaires que j'ai oublié de parler. Puis en plus de ça, bon, on a été le revoir si je me trompe pas, samedi soir. On a été le revoir samedi soir, mais dans un autre format, en français. C'était vraiment un autre style d'expérience. On a été dans une salle plus standard, là, je te dirais, où est-ce qu'il y a seulement un écran devant toi. Là, tu le vois qu'il y a une différence. C'était pas en IMAX, c'était en ESV. Puis, j'ai pas eu la même expérience du tout. Là, puis, même quand on est sorti de là, j'ai dit à Sarah, j'ai dit, écoute, attends-tu qu'on aille le réécouter en ScreenX bientôt? Elle est comme, ouais, je suis partante. Là, fait que nous, on a vraiment beaucoup aimé le film. Fait qu'on c'est ça, on embarque dedans, puis on va leur retourner le revoir, puis on a préféré en anglais qu'en français. Comparé à Superman, où est-ce que j'avais préféré quasiment les voix en français que celles en anglaise. Donc, fait que c'est ça pas mal. Écoute, là, l'eau a coulé sur les ponts. J'enregistre, là, on est lundi. Ça fait que la fin de semaine, elle est déjà passée là, pour qu'est-ce qui est du Fantastic Four. Et honnêtement, les statistiques sont vraiment bonnes pour les Fantastic Four. J'avais regardé le box-office hier pour justement me donner un peu un aperçu pour qu'est-ce que les Fantastic Four avaient fait versus, mettons, le reste, avec Superman puis tout ça. Fantastic Four a fait le meilleur box-office en une fin de semaine de l'année. Donc, ça bat Lilo et Stitch, ça bat Minecraft, ça bat Superman. Fait que c'était vraiment, écoute, on parle de 218 millions pour la fin de semaine dans le monde entier. Puis 118 millions ici seulement en Amérique. Fait que c'est vraiment c'est un excellent départ là, pour eux. Fait que je sais pas, tu sais, moi j'ai envie d'aller le revoir cette semaine. Il y a peut-être d'autres mondes qui vont avoir envie de le voir cette semaine aussi. Je pense que tout va dépendre là, de comment que ça peut aller. Mais selon vous, box office, ça vous dit quoi, vous autres? Ça vous intéresse-tu ou vous autres, le plus important, c'est je me fous de combien d'argent qu'ils font, le plus important, c'est que le film soit bon. Si c'est le cas, ben, est-ce que vous avez apprécié Fantastic Four? Si vous avez cliqué sur l'épisode, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui vous intéresse. Je vais revenir un peu justement là, sur l'expérience client finalement. J'en avais parlé le dernier podcast que nous autres on avait vu ça sur les écrans ScreenX qui étaient 3 écrans. Donc t'en as une en avant et 2 de chaque côté. Puis là dans mon fil Facebook, je voyais bon des images ça versus ça, l'IMAX versus la projection ordinaire. Puis il y avait vraiment un monde de différence. Là, comme la scène en question que j'ai en tête, c'est lorsque Galactus débarque sur la ville. Ah, en passant, c'est full spoiler là. Full spoiler. Vous avez eu la fin de semaine pour aller le voir. Full spoiler. C'est bon? Ça, c'est dit. Parfait. Fait que oui, la scène où est-ce que Galactus débarque sur la ville de Manhattan puis regarde la Statue de la Liberté, j'avais remarqué une certaine différence un peu entre mon visionnement du jeudi versus mon visionnement du samedi. Puis ça a confirmé quand j'ai vu la publication où est-ce qu'on voit vraiment Galactus. Lorsqu'il garde la statue de la liberté,
en version standard, c'est bien centré puis tout ça, mais quand on voit la version IMAX, c'est beaucoup plus grand en hauteur. Donc, on voit quasiment la Statue de la Liberté au complet versus l'édition standard. J'ai fait, hey, tu sais, c'est. Il en parle tellement souvent en plus là, durant les avant-premières ou même les annonces où est-ce que les producteurs disent c'est vraiment important que tu ailles le voir sur la plus grande écran possible. J'étais comme, ben oui, mais un film, c'est un film, là, il n'y a pas grande différence. Là. Oh là là! Oui, il y a vraiment, vraiment une différence entre les deux. Fait que si vous avez la chance de pouvoir le regarder, je sais que moi, dans mon secteur, le IMAX, c'est pas ce qu'il y a le plus... ça me surprend en plus parce que je crois que le seul IMAX est à Québec. J'aime mes films, là, mais je ne ferai pas un 3 heures de route aller pour du IMAX à Québec. Mon expérience à Laval était juste incroyable en ScreenX. Fait que je vais probablement rester avec cette recette-là si on me l'offre. Sinon, revenez sur le film. Écoutez, je trouve que en réécoutant le podcast, on était tellement resté sur la surface de qu'est-ce qui s'était passé dans le film. Puis vu que bon, c'est un de mes groupes de personnages préférés, je me suis dit pourquoi pas revenir puis aller un petit peu plus deep. Exemple dans les sentiments. Tu sais, les sentiments quand on sort d'un film puis qu'on, tu sais, soit que t'as vraiment pas aimé, soit que t'as le sourire fendu jusqu'aux lèvres, puis tu te dis, hey, qu'est-ce que je viens de vivre là, tu sais. Puis j'ai repensé à tu sais, j'avais parlé dans mon top 5 probablement des films préférés de chez Marvel, puis tout ça, puis j'étais comme, je comparais avec les autres, tu sais, je vous donne un exemple dans Endgame, tellement de scènes où est-ce que, tu sais, quand que Cap attrape le marteau, tout le monde a capoté dans la salle. Infinite War, le moment de silence, quand que tout le monde disparaît à cause du snap, je me souviens encore, là, on n'entendait pas une mouche voler là, dans la salle. Dans No Way Home, quand que les Spider-Man arrivaient un après l'autre à travers le portail, le monde tapait dans les mains, puis c'était wouh, le cheer, puis tout ça. Puis dans Deadpool Wolverine, bon, ben, le festival des caméos faisait en sorte que, tu sais, tu tripais juste à voir chaque personnage débarquer. Quand que Wolverine met sa cagoule, moi, ça, c'est mon highlight du film. Puis la scène qui suit par après de combat est juste complètement malade. Fait que c'était tous des moments de même. J'étais comme, OK, Fantastic Four, c'est quoi, eux, leur moment, en fait, là, de time to shine, tu sais? Oui, il y a des bonnes scènes d'action, puis la venue de Galactus, c'est impressionnant, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, hey, on vient de tout le monde dans la salle, là, on vient de vivre un moment connecté ensemble. Ben moi, ça a été le moment où, encore une fois, spoiler alert, ça a été le moment où est-ce que Reed est en train d'essayer de réanimer Sue et qu'il a un silence. Tout le monde attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et ce moment-là, pour moi, je trouve ça hyper important dans une salle de cinéma complète où est-ce que tu vis quelque chose avec plein de gens, où est-ce qu'on ressent tout le même sentiment de on le sait qu'elle va pas mourir, on le sait, c'est comme les piliers là, pour le futur. Mais god damn, les jeux d'acteurs étaient vraiment bons. Fait que juste ce moment-là, où est-ce que tout le monde vient connecter ensemble, ça pour moi, ça fait que c'est un grand film. C'est un film où est-ce que durant 1 minute, je viens de connecter avec 200 personnes en même temps sur le même sentiment. Comme si on était tous reliés par un fil, connectés ensemble. Fait que ça a été un de mes moments forts. Sinon, l'aspect général, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film en tant que tel. Quand on prend un pas de recul puis qu'on regarde que ça soit de la manière que ça a été filmé, la palette de couleurs, les choix de costumes, le choix de l'époque aussi, très comique, accurate, énormément. J'avais vraiment l'impression que le film ouvrait sur des pages de Jack Kirby où est-ce que, tu sais, tout est un petit peu too much, tu sais, dans le sens où quand Reed montre que écoute, pour la sécurité de notre enfant, j'ai fait des petites patrouilles de police qui chassent en ce moment telle place, tel gars, pis ci, pis ça. De la manière, le visuel, à un moment donné, la femme invisible a conduit le Fantastic Car, puis elle passe sous les pieds de Galactus, puis tu vois juste Galactus, tu sais, se pencher. Ce moment-là,
ça peut vraiment paraître subtil. Dans la salle régulière, quand que la scène a rejoué, tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, c'est cool. Mais la scène en ScreenX, là, parce que là, il te montre chaque côté, chaque jambe de Galactus est de chaque côté. Puis là, tu vois Galactus qui se penche pour voir la Fantastic Four passer en dessous de lui. C'est encore une fois, tu sais, je sais pas, c'est-tu l'événement en tant que tel, le ScreenX, qui a fait qu'on dirait que ça l'a enrichi mon expérience? Probablement, je vous le cacherai pas. Mais en tout cas, pour revenir sur le fait que c'était comic accurate, tu sais, même là, vous pouvez le voir là, avec les. Qu'est-ce que je porte sur moi en ce moment? La veste, le bleu style un peu poudre avec le blanc. T'as même les une petite séquence au début du film où est-ce que, bon, tu sais, là, tu vois un peu les Fantastic Four sauver tout le monde, blablabla, c'est bien cool. Mais ils n'ont pas les mêmes costumes que le blanc et bleu. Ils ont le bleu et le noir qui est le premier accurate, là, si je veux dire. Puis finalement, tu sais, ils l'ont pas réutilisé du film, mais quand même, tu sais, une petite touche historique de ce côté-là. Et parlant d'historique, avez-vous aussi remarqué, il y a le caméo de Stan Lee puis Jack Kirby. Il y a pendant qu'il y a une action qui se passe dans le ciel, puis là, tout le monde regarde en haut, puis là, tu vois deux hommes qui est en train de travailler sur des comic books, sortir la tête par la fenêtre pour regarder, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'était un hommage à Jack Kirby puis à Stan Lee, et j'adore ça, qu'on puisse faire un hommage à Jack Kirby, parce que c'est tout le temps Stan Lee qui a été souvent mis de l'avant. Puis là, qu'on met Kirby de l'avant sur ses dessins. Puis le fait que, bon, si vous n'avez pas écouté l'histoire des Fantastic Four, je vous l'invite à aller réécouter dans les épisodes précédents. Le fait que Jack Kirby a comme mis naissance au Fantastic Four, que ça soit sur papier, de son esprit à de quoi que les Fantastic Four ressemblent aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Puis je vais revenir aussi sur une critique que les gens avaient faite par rapport au manque de combat. C'est peut-être 2-3 personnes qui me disaient il manque de combat, il manque de combat. Puis oui, il manque de combat, mais si vous dites qu'il manque de combat dans un film des Fantastic Four, c'est que vous n'avez pas compris c'est qui les Fantastic Four. Fantastic Four, c'est pas une équipe de combattants. C'est pas une armée. C'est pas. Tu sais, sont pas. J'essaie de trouver le mot en français. Je vais dire en anglais. Ils sont pas skilled pour du combat. Oui, ils se débrouillent super bien puis tout ça, mais c'est pas ça leur attribut premier. Leur attribut premier, c'est que c'est des aventuriers avant tout. Puis le film, je trouve que elle tourne autour de ça. Vous vivez une aventure avec les Fantastic Four durant une année de temps. Donc, que ça soit de la venue du Silver Surfer au moment où est-ce qu'ils partent pour aller voir Galactus, c'est une aventure. Il y a de l'action, il n'y a pas de scène de combat. C'est une aventure, un peu comme Indiana Jones est une aventure aussi, comprenez? Lorsqu'ils reviennent, mettre en place là, tous les portails pour envoyer Galactus, puis tout ça, il y a de l'émotion, vous comprenez? Si vous prenez un livre des Fantastic Four, c'est pas tout le temps des combats. Là. Si vous prenez par exemple Ryan North, c'est beaucoup le concept de la famille, le concept d'aventurier, puis tout ça. Bref. Ça, ce qui était pour mes petits points que j'avais complètement oublié de discuter avec vous le dernier podcast. Sinon, règle générale, comme j'ai dit, moi, je vais aller le revoir. Est-ce que ma note est un 10? Après avoir vu le deuxième visionnement, il y a certaines choses que je vous dirais, non, c'est pas parfait. Mais le film est excellent. C'est pas parce que je dis que c'est pas parfait qu'il n'est pas bon. Il y a une différence. C'est différent. Fait que, actuellement, sa note générale, la dernière fois que j'avais été voir, je crois que son appréciation générale était à 92%. Je crois que c'est mérité. Je crois que 92, c'est très bien. J'avais vu même 94, puis je l'avais partagé sur la page Facebook dans le multivers. Puis je trouvais que 94 aussi, là, entre 90 et 95, pour moi, là, c'est là où est-ce que les Fantastic Four First Step devraient se situer. Puis
je vais juste essayer d'aller voir en même temps. Rotten Tomato. Rotten Tomato évalue à... Ils en parlent dessus? Non? Bon. C'est pas bien grave. Je viens de voir une photo de Herbie. Je savais pas qu'il y avait un bucket de popcorn de Herbie où est-ce que, à l'endos, vous ouvrez Herbie, vous prenez votre popcorn, par en avant, vous ouvrez, mettons, le devant. Il y a une section pour mettre vos bonbons, fait que vos Skittles, vos jujubes, tout va là. Sur la tête, il y a une section pour mettre votre breuvage avec une paille. Puis le Herbie en question a des boutons où est-ce que tu pèses sur un bouton, ça joue la chanson des Fantastic Four. Tu pèses sur l'autre bouton, ça projette le logo des 4 Fantastiques en lumière. Fait que, écoute, j'ai fait, par chance qu'ils l'ont pas mis en vente au Canada, mais ça aurait été un item que j'aurais probablement rajouté parce que, on va se dire, tout le monde a besoin d'un Herbie chez soi. Faire le ménage, faire à manger, s'occuper des bébés en chantant une petite chanson. Fait que bref, c'était un beau geste. Fait que c'était tout. Honnêtement, je vais pas m'attarder. Ça sera pas un long podcast. Je vais quand même faire les comics qui étaient sortis cette semaine. Mais je voulais juste revenir là, sur les Fantastic Four. Puis peut-être que même quand que je vais avoir fini sur... Je vais avoir pesé sur arrêter d'enregistrer. Puis je vais faire... j'aurais tellement pu discuter de ça. Puis de ça. Puis de ça. Fait que non. Galactus... C'est important de savoir que ce Galactus-là, à la fin du film, ils l'ont pas détruit. T'sais, ils l'ont pas envoyé dans une zone négative ou de quoi de même. Là. Ils l'ont juste envoyé quelque part d'autre dans l'univers. Puis que c'est censé prendre des millions d'années avant qu'il revienne ici. Mais, avec la scène post-crédit des Thunderbolts, je pense que les Fantastic Four resteront pas très longtemps dans l'univers qu'ils sont, qui est l'univers 828 de souvenirs de même. Fait que c'est ça. Je pense que la relation Galactus puis le Silver Surfer qu'on a eu, c'est vraiment pour cet univers-là. Si ça a à revenir, ça va être dans notre univers, l'univers Prime là, qu'on pourrait appeler, notre univers à nous autres. Puis je pense qu'on va avoir un Orinrad là, qui est digne de ce nom. Le choix de Chalaba, c'est pas quelque chose finalement qui m'a dérangé. L'actrice a vraiment très bien fait son travail pour ce qui a été demandé. Je trouve qu'elle a été une menace tout le long du film. Puis à la fin, le moment de tendresse, pas de tendresse, mais le moment où est-ce que on apprend à la connaître, puis que Johnny Storm arrive, puis qui fait venir tous les signaux qu'il a reçus de sa planète, que les membres de sa planète lui disent la remercie, puis tout ça. Ça a été vraiment touchant. Puis bref, ça a un petit côté humain à un extraterrestre qu'on connaît peut-être pas. Tout ça. Fait que j'ai vraiment très apprécié. Puis même le visuel de sa planète, là, je crois qu'il y a comme 3 ou 4 lunes avec des soleils. Puis tout ça, j'ai comme fait wow. C'était impressionnant. Fait que, somme toute, c'est ça. Excellent film encore, les Fantastic Four. Pour un deuxième review, je reste encore sur la même longueur d'onde. Je suis vraiment excité. Le film m'a vraiment plus hype que Superman. Superman, on dirait... Ben, c'est peut-être pas de sa faute non plus, mais vu que Superman est arrivé le premier, puis que 2 semaines plus tard, il y avait les Fantastic Four, on dirait que... J'ai fini Superman, je l'ai vu 2 fois aussi. Puis là, c'était comme, ok, on bouge au prochain. Je me préparais pour les Fantastic Four avec le podcast sur l'histoire des Fantastic Four. Puis, fait que on dirait que c'était comme, ok, what's next? Tandis que là, les Fantastic Four, j'ai l'impression qu'ils ont le tapis libre à eux autres. Il n'y a rien qui s'en vient par après. Fait que c'est ça, à suivre. Mais excellent film encore. Si vous ne l'avez pas vu, je suis vraiment désolé de vous avoir spoilé au complet. Mais, je vous le dis, allez le voir. Sur ce, on va passer aux comics de la semaine. On va commencer avec le Spider-Man du côté de chez Marvel, qui est Spider-Verse versus Venomverse numéro 3 par Matt Groom. Puis Kyle Higgins avec l'artiste Jim Tow. Encore une fois, on revient sur la même façon de procéder où est-ce que c'est une espèce de Hunger Games tag team capture the flag. Je
chaque groupe de soit Spider-Man ou de Venom doivent partir de chacun de leur côté de la map, se traversent un moment donné, s'affrontent, puis doivent aller atteindre le tube de l'autre côté pour être qualifié pour la prochaine ronde. Puis, fait tu sais, là, je suis vraiment en mode. Au début, j'étais comme ok, tu sais, c'est cool, mais là, 3 fois la même ronde, ça commence à être un petit peu lassant. Puis là, à la fin, à chaque fois qu'un membre des Venom ou un membre des Spider-Man meurt, il est remplacé par un nouveau membre. Puis là, tu vois, là, dans les dernières pages de ce comics-là, au niveau des Venom, on a une espèce de Venom Power Rangers qui débarque. Pour vrai, le look est quand même assez nice. Mais là, il active son kaiju. Puis là, t'as le super samouraï, genre, qui sort. Puis j'ai fait, ah, ok. Je sais pas ce qui se passe avec les kaiju en ce moment, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a la culture. Pas K-pop, là, mais la culture vraiment japonaise prend de plus en plus de place dans les comics. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas, tu sais, c'est pas ça que je recherche dans mes lectures. Tu sais, ce que je recherche, c'est vraiment de la lecture américaine, puis tout ça. Si j'ai envie de lire, mettons, du japonais, ben je vais me prendre des mangas, tu sais. Fait que, même au Comic-Con aussi, je pense que j'en avais fait mention, là, comme quoi que la culture japonaise prend beaucoup plus de place. On voit la disparition un petit peu plus là, des booths de comic shop. Fait que, puis t'as des boots, qu'est-ce qui remplace ces boots-là? Ben, c'est des boots avec du One Piece, du ci, du ça. Je dis pas que c'est pas bon, c'est juste, c'est peut-être pas ce que moi je recherche, dans un Comic-Con et non un Otakuton. Je trouve que la différence, elle est là. Bref, ça se ressent aussi maintenant dans les comics. Je sais que la run des Ultimate X-Men est 100% style manga, fait que, bref. Alright, ça c'était pour. Écoute, il n'y en avait pas beaucoup cette semaine, seulement que 4 livres que j'ai recensés comme ça. N'oubliez pas aussi là, de vous abonner sur la chaîne TikTok en ce moment. Je sais pas pourquoi, il y a comme une grosse vague d'amour sur ma chaîne TikTok. J'apprécie vraiment beaucoup, merci. Tout se fait dans le plaisir. Tu sais, ce que je partage. C'est vraiment qu'est-ce qui me passionne. Fait que là, j'ai l'impression en ce moment que je rejoins plusieurs personnes sur la page TikTok dans le multivers. Fait que je vais continuer à poster des choses le plus que je peux. Ensuite, sur Instagram aussi, un petit peu moins présent sur Instagram. C'est pas quelque chose que j'arrive à faire mousser assez. Fait que Facebook, YouTube aussi. Le YouTube va super bien. Quasiment mieux aussi que le Spotify que vous êtes habitué. Puis j'ai reçu, là, j'ai mis en ligne, vous pouvez voir avec le code QR qui est en bas à gauche de l'écran. J'ai reçu une tonne de nouveautés de livres, je vous dirais 90% français, 10% anglais. Mais une tonne de nouveautés, des numéros 1. Je commande beaucoup de numéros 1 parce que je veux que les gens ils découvrent vraiment des nouvelles lectures, puis peut-être des personnages qu'ils n'auraient jamais pensé, puis là, ils le prennent, puis ils font comme oh wow, ok, tu sais, fait que j'essaie là, d'y aller un petit peu plus avec des numéros 1. Sinon, vous pouvez commander, là, si vous êtes rendu, je sais pas moi, Daredevil numéro 4, vous pouvez me le commander aussi, il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que c'est ce qui est pour les nouveautés des livres, puis ma petite promotion personnelle pour dans le multivers. Alright, la suite des choses. Green Lantern numéro 25 par Jeremy Adams puis l'artiste Xemanico. Là, Adams nous arrive là avec son événement crossover avec la série Green Lantern Corps. Puis les derniers mois là, qu'il a mis en place là, justement un petit peu ont mis les cartes là, sur les éléments pour parvenir à ce qui semble une espèce de règne des vilains au niveau des lanternes. C'est littéralement là, une course contre la montre, à savoir lequel des deux équipes là, va pouvoir activer sa Power Battery en premier avant l'autre. Puis le tout avec des dessins cinématiques honnêtement vraiment beaux à la hauteur des events là, pas qu'on rêve d'avoir, mais tu sais, des events qu'on mérite, là, plutôt. Fait que j'ai déjà hâte de lire la suite là, pour Green Lantern Corps pour connaître où est-ce que ça s'en va dans cette direction-là. Je trouve ça super intéressant là, que les vilains, dans ce comics-là, ont réussi
à activer leur pouvoir. Fait que je suis comme, ok. Parce que là, les Green Lanterns, c'était les seuls avec les Power Rings, pis ci, pis ça. Puis là, on voulait savoir comment ils allaient fonctionner pour la suite. Fait que j'ai vraiment hâte là, de lire ce qui s'en vient. Ensuite, Superman, numéro 28. Legion of Darkseid, partie 1, par Joshua Williamson. Puis l'artiste Dan Mora, he's back. Dan Mora, he's back sur la série. Honnêtement, ça fait vraiment du bien. Parlant d'événements, en voici un autre. Si vous n'avez pas lu Summer of Superman, je vous conseille fortement de mettre la main dessus, de quelque manière ce soit. C'est vraiment la fondation de l'événement. On allait même jusqu'à voir des Easter eggs là, de la série Action Comics qui roule actuellement. Je pense qu'il y a juste 2 numéros de sortie encore de Mark Waid. Puis pour ce numéro-là, on nous révèle que Darkseid est derrière un espèce de plan machiavélique qui cherche à détruire le maillon fort de la Terre, qui est Superman. Là, la légion de Darkseid est envoyée pour faire ce sale travail-là de job de... Ben, c'est ça, vous t'es pogné contre Superman, là, c'est pas le plus facile. T'as le Time Trapper qui était, ça c'est si vous avez lu un peu les numéros précédents, le Time Trapper, je pense qu'il était intégré dans les 12 derniers numéros là, dans la série. Fait que là, c'est vraiment le payoff là, des 12 derniers numéros que vous avez lus. Enfin, il y a une explication, puis on déboule sur autre chose, puis on enchaîne. Fait que je trouve vraiment que l'histoire arrive à son apogée là, pour le Superman. J'ai hâte de voir la suite de l'événement. Que ça prête. Écoute, j'espère que ça va être du haut calibre. Parlant d'un autre événement, écoute, ça s'enchaîne un après l'autre. Justice League Unlimited numéro 9 par Mark Waid, puis l'artiste Dan Mora! Ce numéro-là contient l'épilogue de l'événement qu'on a lu ensemble, si vous nous avez suivis, avec We Are Yesterday. Beaucoup de blabla là, technique puis de mots physiques quantiques que malheureusement mes sciences 4-16 ont pas compris. Si tu as compris la référence des 4-16, c'est que toi aussi tu commences à avoir des petits cheveux gris qui poussent. Le numéro est important pour lire la suite des choses qui s'en viennent. Surtout la finale là, qui s'annonce comme l'espèce de gros event. Puis là, tu as le prochain livre qui sort, Justice League Dark Tomorrow. Tout commence à être relié ensemble. Fait que DC s'en va vraiment d'un côté où est-ce que j'ai l'impression qu'il faut que tu aies tout lu. Il y avait un peu des Challenger of the Unknown dans ce numéro-là. Children of the Atom. Fait que tu sais, on dirait vraiment qu'ils veulent que faut tout lire puis pour essayer de comprendre puis tout ça. Mais si vous le faites pas, comme moi j'ai pas lu Challenger of the Unknown, c'est pas si grave que ça. C'est juste que tu vois les personnages dans 2-3 carrés qui disent OK, ben nous on va s'occuper de telle affaire puis OK, ben nous autres telle chose, tu sais. Fait que c'est pas la fin du monde là, pour qu'est-ce qu'il y a de ça. Mais j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'était tout. Honnêtement, super vite hein, comme review. J'ai vraiment apprécié ma semaine, ça a été super court, fait que ça m'a permis de lire autre chose aussi là, cette semaine, comme dans les nouveautés justement que j'ai reçues, puis aussi juste de vivre mon trip sur les Fantastic Four, fait que ça a été parfait comme semaine, ça a été très relax. Mon top 3, ça c'est une bonne question, parce que là on a 3 événements quand même assez le fun à lire. Sont très interchangeables, mais rapidement comme ça. Je vous dirais que le Justice League serait mon numéro 3. Numéro 2, Superman. Et numéro 1, Green Lantern. Encore une fois, Green Lantern, je savais que ça allait être mon numéro 1 parce que la manière que les dessins avaient été faits, les Easter eggs, comme l'espèce de payoff des Green Lantern des derniers numéros, c'était vraiment bon avec l'espèce de course contre la montre. Ça a été pas mal mon top 3 de la semaine. J'ai pas sorti de cover, j'ai pas sorti de panel non plus. Chris est pas là avec moi aujourd'hui, fait que je vais garder ça vraiment juste pour moi avec mon top 3 de la semaine. En fait là on est lundi, fait que jeudi qui s'en vient, Chris ne sera pas là non plus du podcast. Je verrai le rendu là qu'est-ce que je vais faire si je refais un autre numéro de ce genre là.
Bref. Fait que c'est tout cette semaine. Un petit 30 minutes dans les temps. C'est pas plus long que ça. Si vous avez pas encore lu, vu, je vais recommencer. Pour les Fantastic Four, si vous voulez lire du Fantastic Four, j'en avais parlé le dernier podcast avec la run de Ryan North, disponible en anglais et en français. En français, en ce moment, sont un petit peu sold out. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a un film qui est sorti des Fantastic Four récemment, mais c'est un petit peu plus difficile en ce moment. L'anglais sont disponibles. J'en ai commandé un cette semaine pour un autre client. Il va le recevoir très 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 bientôt. Fait que ça va de soi. Donc si vous voulez lire la run de Ryan North, sinon si vous voulez aller dans le plus haut, dans le plus vieux, j'ai les premiers 6 numéros des Fantastic Four en single issue en anglais de Stanley et Jack Kirby de disponible pour vous. J'ai aussi commandé les 2 premiers tomes de Dan Slott des Fantastic Four Forever, ce qui se passe tout de suite après Secret War, le pourquoi ils ont été absents pendant 3 ans de temps dans les comics. Fait que j'ai déjà les 2 premiers volumes en français, hardcover, de disponible pour vous si ça vous tente pour les Fantastic Four. Fait que c'était tout. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bye bye!